Bonjour. Cette leçon porte sur ce qu'on appelle la régression linéaire simple. Alors, il faut connaître à peu près toutes les notions de base en statistique pour suivre cet exposé, et en particulier la corrélation avec la construction d'une droite des moindres carrés et les tests de student et d'analyse de variance pour comparer plusieurs moyennes. Alors, les objectifs ambitieux de cet exposé vont être de savoir dessiner une droite de régression, calculer la pente de cette droite, tester la pente soit par un test T de student, soit par analyse de la variance, interpréter un coefficient de détermination, R2, et enfin tester l'écart à la linéarité. Alors nous allons commencer par un exemple où on veut étudier la relation entre l'absorption d'un médicament A et la performance à un test d'effort. Alors, le médicament a été administré à 100 sujets, et ici nous avons un nuage de points où chaque point représente pour un patient donné, en abscisse la dose de médicament reçu en milligrammes par mètre carré de surface corporelle, et en ordonnée le résultat de sa performance au test d'effort. Alors volontairement, je ne précise pas la méthode et les unités de mesure de la performance pour ne pas parasiter la réflexion statistique par des considérations physiologiques. Alors nous avons donc affaire à deux variables quantitatives, et vous seriez peut-être tenté d'analyser ce nuage de points par une corrélation. On aurait tracé la droite des moindres carrés et trouvé un coefficient de corrélation de 0,22, ce qui n'est pas faux en soi. Mais nous avions vu dans l'exemple de l'exposé sur la corrélation qu'on utilisait le coefficient de corrélation lorsque les deux variables étudiées jouaient un rôle symétrique. Lorsque nous confrontions deux techniques de laboratoire, numéro 1 et numéro 2, on pouvait aussi bien présenter les résultats de la technique 2 en fonction de la technique 1, comme ici en haut, et les résultats de la technique 1 en fonction de la technique 2, comme en bas. Le nuage de points n'a pas la même forme, mais la corrélation est identique. Tandis qu'avec le nouvel exemple que nous avons pris, on ne peut pas inverser les X et les Y. On étudie ici la performance au test d'effort en fonction de la dose de médicaments administrés auparavant. Il serait absurde d'analyser la dose en fonction du test d'effort. La performance au test d'effort est dépendante de la dose de médicament, tandis que la dose de médicament est indépendante du résultat du test d'effort. Les deux variables ne jouent pas un rôle symétrique, et la performance est appelée variable dépendante, et la dose est appelée variable explicative. Donc si on veut représenter le nuage de points et la droite qu'il résume, il faut mettre en ordonnée Y la performance, et en abscisse la dose pour qu'on ait bien une relation du type Y égale f de x, et examiner dans quelle mesure la performance est fonction de la dose. On dit qu'on étudie la régression de Y en fonction de x. Alors comme pour la corrélation, on va tenter de résumer le nuage de points par une droite, qu'on appelle droite de régression de Y en fonction de x. Mais pour pouvoir tracer cette droite, il faut connaître son équation. Alors vous êtes peut-être habitué à la formule classique y égale ax plus b, où petit a est la pente, mais dans les problèmes de régression, on formalise le plus souvent les paramètres en commençant par b0, qui est l'ordonnée à l'origine, et en appelant b la pente de la droite. C'est la convention la plus usuelle, et c'est cette pente b qui va faire maintenant l'objet de toute notre attention. Alors je vais vous livrer une formule assez complexe, avec pour seul objectif de vous montrer le mécanisme. La voici. Vous constatez qu'elle ressemble un peu à celle du coefficient de corrélation par son numérateur, où on trouve la somme des produits des différences de chaque x à la moyenne des x, multipliée par la différence des y à la moyenne des y. Et on se souvient que ce terme est le numérateur d'un paramètre qu'on appelle la covariance entre x et y. Et au dénominateur de b, la somme des carrés des différences entre les x et la moyenne des x est tout simplement le numérateur de la variance de la variable x. La pente P est donc égale au rapport de la covariance sur la variance des x. Alors on ne perdra pas de temps à faire ces calculs à la main. Avec Excel, on range les valeurs sur deux colonnes. Ici, j'ai mis les x dans la colonne A, de A3 à A102, et les y correspondant en face dans la colonne B. Alors on utilise la fonction égale pente en mettant entre parenthèses d'abord la plage des valeurs de la variable dépendante, la performance y, attention de ne pas inverser. Ici, c'est la colonne B. Un point virgule et la plage de la variable explicative x, la dose de médicament à la colonne A. Et on obtient immédiatement la valeur de la pente 1,25.
Si on veut construire la droite, il nous faut l'ordonnée à l'origine qu'on obtient avec la fonction égale ordonnée sans accent, point, origine et la plage des valeurs entre parenthèses. Toujours dans le bon ordre, les y d'abord, les x ensuite, et on obtient ici la valeur 29,2. Les deux paramètres, donc B0 et B, nous permettent de tracer la droite de régression sur le graphique du nuage de points. Alors, on peut obtenir la droite et son équation encore plus rapidement lorsqu'on trace le nuage de points avec Excel ou PowerPoint. On obtient directement le tracé de la droite avec l'option « Ajouter une courbe de tendance ». Et en outre, on peut obtenir l'équation de la droite en cochant la case « Afficher l'équation ». Il est donc maintenant extrêmement aisé et rapide d'obtenir une droite de régression et ses paramètres à partir d'un set de données quantitatives. Alors Excel donne d'abord la pente, 1,25, et l'ordonnée à l'origine, 29,2. On notera au passage que la droite de régression a pour propriété de passer par le point correspondant à la moyenne des x et la moyenne des y. Alors il ne faut pas oublier que cette droite de régression a été obtenue à partir d'un échantillon. Nous avions fait notre étude sur une sélection de 100 patients. Et comme toute valeur calculée sur un échantillon, elle fluctue selon les échantillons qui sont issus d'une population théorique dont la valeur de la droite est inconnue. Donc la pente B d'une droite de régression est une variable aléatoire qui fluctue. Selon les échantillons, elle peut varier dans un sens, comme ici vers l'horizontale avec une pente plus faible, 1,1, ou dans l'autre, comme ici vers la verticale avec une pente plus élevée, 1,8. On voit donc ainsi fluctuer la pente de la droite autour du point moyen. Alors ici, j'ai un peu exagéré l'amplitude de la fluctuation pour mieux l'observer. On peut ainsi visualiser la bande de confiance à 95% de la droite de régression qui contient la droite théorique inconnue de pente bêta. Alors vous remarquez que les bords de la bande de confiance sont curvilignes. On peut donc maintenant calculer l'intervalle de confiance de la pente bêta inconnue. Et comme tout intervalle de confiance d'une variable aléatoire, il est égal à la valeur observée sur l'échantillon, ici c'est B, plus ou moins 2 fois l'écart type de B. C'est la même formule que pour une moyenne. Alors si le nombre de couples de valeurs x, y est faible, disons inférieur à 30, il faut utiliser la loi T de Student et remplacer 1,96 par la valeur de T correspondant au nombre de degrés de liberté n-2. Le vrai problème, c'est l'écart type de bêta. Alors, je vous en donne ici rapidement à titre documentaire la formule, car là encore on ne la calculera jamais manuellement. La variance de B est égale au rapport des deux variances des y et des x moins le carré de la pente, le tout divisé par le nombre de couples moins 2. Alors dans notre exemple, on a la variance des x égale à 10,2, la variance des y 323,2. On obtient donc un écart type de la pente de 0,554. Je vous montrerai dans un instant comment l'obtenir avec Excel. On peut donc maintenant calculer l'intervalle de confiance de la pente bêta de la droite théorique, qui est comprise entre 0,17 et 2,3. Alors la question qui va se poser maintenant est de savoir si cette pente, qui représente la liaison entre les x et les y, est suffisamment abrupte pour pouvoir affirmer la liaison. Il va donc falloir utiliser un test statistique pour vérifier cela, et on peut le faire de deux façons, et nous allons commencer par le test de la pente. Alors que signifie une pente de 1,25 avec les données dont on dispose? Alors comme pour tout test statistique, il faut commencer par poser le jeu des hypothèses. Hypothèse nulle, la pente bêta de la population d'où vient l'échantillon est nulle, il n'y a aucune liaison entre x et y. Hypothèse alternative, la pente est différente de 0. Alors si l'hypothèse est bilatérale, la pente peut être soit positive, soit négative. Si l'hypothèse est unilatérale, alors on définit le sens de la pente selon le contexte de la situation. Dans notre étude sur l'effet d'un médicament sur les performances des patients traités, l'hypothèse nulle s'énonce en disant qu'il n'y a aucun lien entre la dose administrée et les performances. L'hypothèse alternative s'énonce en disant qu'il y a un lien entre dose et performance. Alors dite ainsi, l'hypothèse alternative est bilatérale. Et cela suppose que le lien peut être soit favorable avec une pente positive, soit défavorable avec une pente négative. S'il est impossible que les effets soient négatifs, alors il faut poser une hypothèse alternative unilatérale en énonçant que plus la dose est élevée, meilleures sont les performances. Et donc la question qui se pose, c'est est-ce que la valeur de 1,25 est suffisamment éloignée de 0 pour pouvoir rejeter l'hypothèse nulle? Alors, le test de la pente est un simple test T de Student où l'on pose T égale B-0 divisé par l'écart type de B. Donc si l'hypothèse nulle est vraie, la valeur de T doit être proche de 0.
Donc on calcule t et on compare le résultat à la valeur critique 5% pour n-2 degrés de liberté. Si la valeur trouvée est supérieure, on rejette l'hypothèse nulle et on accepte l'hypothèse alternative. Alors avec les valeurs dont on dispose, on peut faire le calcul et on obtient 2,26. Et on constate que cette valeur de 2,26 est non seulement supérieure à la valeur seuil 5%, qui est à 2,01, mais encore à la probabilité 0,03. Et comme les tables des livres sont incomplètes, si on veut préciser la valeur du petit p, on peut entrer dans une case de Excel la formule égale loi.student.bilatéral, entre parenthèses, de 26 la valeur de t, point virgule, 98 le nombre de DDL. Et on obtient ainsi directement la valeur de petit p 0,026. On peut aussi obtenir de façon immédiate tous les paramètres précédents ainsi que les résultats du test T de la pente avec Excel en utilisant l'utilitaire d'analyse dans laquelle se trouve l'outil régression linéaire. On remplit les plages correctement et on prend le risque alpha 5% en choisissant le niveau de confiance 95%. Le rapport d'analyse est assez confus à lire, alors je l'ai réduit ici à la ligne qui nous intéresse. Le coefficient 1,25 est la pente B que nous sommes en train de tester. L'erreur type 0,55, c'est l'écart type de cette pente que nous avons déjà calculé. La statistique T 2,26 qu'on retrouve. Et le petit p correspondant 0,026. Les deux dernières cases donnent l'intervalle de confiance de la pente. Alors il ne faut pas perdre de vue notre problématique initiale. On va conclure, après tous ces calculs, en affirmant qu'il existe un lien entre la dose du médicament A administré et la performance au test d'effort chez ce type de patient, avec un petit p de 0,026. Si l'hypothèse alternative avait été unilatérale, c'est-à-dire si on avait supputé uniquement que les performances augmentaient avec la dose, et pas l'inverse, alors on aurait divisé le petit p par 2. Alors, un des intérêts de la modélisation du lien entre une variable dépendante et une variable explicative est de pouvoir prédire y en connaissant x. Alors, pour une valeur de x donnée, on peut estimer la valeur moyenne du y correspondant. On peut par exemple désirer savoir, dans cet exemple, si x égale 10, quelle serait la valeur moyenne attendue y. Alors, il suffit d'appliquer l'équation de la droite de régression, y égale b0 plus bx, pour obtenir une valeur y. On appelle y chapeau cette valeur. Y chapeau est la valeur moyenne estimée de y pour une valeur x fixée. Alors cette valeur est celle qui est donnée par la droite par le modèle linéaire. Dans l'exemple de cette droite, dont la pente est égale à 2 et l'ordonnée à l'origine moins 0,47, on obtient y chapeau égale 19,5 pour x égale 10. Mais comme la pente fluctue, la valeur moyenne est elle-même fluctuante et il faut calculer son intervalle de confiance. L'intervalle de confiance pour une valeur x donnée est égal à la valeur du point y chapeau sur la droite de régression, donc qui est égal à b0 plus bx, plus ou moins deux écarts types de y chapeau. Alors, si le nombre de degrés de liberté est faible, disons inférieur à 30, il faut multiplier l'écart type de y chapeau par la valeur de t au risque choisi. Et le problème est donc de calculer l'écart type de y chapeau. Alors j'espère que vous ne le ferez jamais à la main, et je vous donne juste ici la formule pour documentation. Dans l'exemple de cette droite, où sont affichés tous les paramètres, on calcule l'écart type de y chapeau, 0,585, ce qui donne un intervalle de confiance, 95%, compris entre 18,4 et 20,6. Alors on remarquera enfin que les intervalles de confiance de ces y chapeaux sont plus larges pour les valeurs extrêmes de x et plus étroits près du point moyen. Alors ceci est dû à la variation de la pente qui oscille autour de ce point moyen. Alors, à quoi bon avoir testé la pente de la droite de régression plutôt qu'avoir fait une simple corrélation? Avec la corrélation, on aurait trouvé R égale 0,22 et si on l'avait testé, on aurait trouvé le même petit p, ce qui est normal car il existe une relation entre le coefficient de corrélation et la pente de la droite de régression. R est égal à b par racine du rapport des variances de x et de y. Ce qu'on peut vérifier immédiatement par le calcul. Mais je rappelle ici ce qui a été dit au début, on teste ici par régression une variable dépendante en fonction d'une variable explicative. Dans une régression, c'est la pente qu'on teste, et si on inverse les variables 1 et 2, eh bien le coefficient de corrélation ne change pas, certes, mais la pente change. En voici quelques exemples de choix entre corrélation et régression. Donc, la plupart des liaisons testées par corrélation
peuvent aussi bien être étudiés sous forme de régression. Tout cela dépend de la problématique. Mais l'inverse n'est pas vrai. Dans les exemples 2, 4, 5 et 6, une des variables étudiées est supposée être dépendante de l'autre et l'inverse serait absurde. Alors nous allons maintenant voir une deuxième manière de tester la régression par l'analyse de la variance. Alors cela peut vous paraître superflu, mais nous verrons à la fin quel est son intérêt majeur. Alors on va réduire le nombre de points pour y voir plus clair. Voici 4 points et on se demande s'il existe une liaison entre la variable x et y. Si l'hypothèse nulle est vraie, les points sont disposés de façon aléatoire autour d'une droite de pente nulle passant par la moyenne des y, soit ici 5,25. Alors on peut tracer les distances de ces points à la droite et mesurer les écarts à la droite horizontale. Ensuite calculer les carrés des écarts, dont on peut faire la somme. Et voici, empilé, la somme des carrés des écarts à la droite de pente nulle correspondant à l'hypothèse nulle. Donc la valeur de la somme de tous ces carrés est de 42,8. Alors vous remarquez que cette somme des yi moins my au carré, eh bien c'est tout simplement le numérateur de la variance totale des valeurs de y. Alors si l'hypothèse alternative est vraie, les points sont plutôt proches d'une droite qui est la droite des moindres carrés, dont on donne ici l'équation. Alors on appelle y chapeau les valeurs y théoriques données par ce modèle pour chaque point x, et on appelle résidu epsilon l'écart de chaque point à cette droite de régression. On peut calculer chaque résidu qui est égal à y moins y chapeau. Puis les carrés de ces résidus qu'on additionne pour obtenir la somme des carrés des écarts à la droite de régression, somme des y moins y chapeau au carré. Et dans notre exemple, cette somme est égale à 11,5. Alors cette valeur représente la part incompressible de dispersion des points en utilisant le modèle d'une droite oblique de pente 2,5. On ne peut pas faire mieux, on ne peut pas trouver une meilleure pente. Et maintenant on peut rapprocher les deux valeurs trouvées, les sommes des carrés des écarts à la droite horizontale et à la droite de régression. Alors 42,8 exprime la variabilité totale des valeurs de y indépendamment de tout modèle, tandis que 11,5, qui est la somme des carrés des résidus, exprime la variabilité résiduelle lorsqu'on tient compte d'un lien linéaire entre x et y. Ce chiffre plus faible nous dit que la dispersion des points autour de la droite de régression est plus faible que la dispersion autour de la droite horizontale. Donc le modèle proposé par l'hypothèse alternative est mieux ajusté que le modèle proposé par l'hypothèse nulle. Donc la différence entre ces deux valeurs représente le gain en variabilité qu'on a obtenu en faisant l'hypothèse d'un lien linéaire entre x et y. Avec la droite de régression de pente 2,5, on a diminué les carrés des écarts de 31,3. Cette valeur de 31,3 représente la part de la variabilité qui est due au modèle. Alors on peut la visualiser en mesurant les distances pour chaque valeur de x entre les points de la droite horizontale d'hypothèse nulle et de la droite de régression. Chaque écart est égal à y chapeau moins la moyenne des y, soit my. On en calcule les carrés et la somme des carrés, dont on vérifie qu'elle est bien égale à 31,3. On a donc maintenant cette sorte d'équation. Alors pour présenter les choses autrement, on peut dire que la dispersion totale des y autour de leur moyenne, matérialisée par la somme des bâtons rouges, était due à deux composantes. Tout d'abord, le lien entre les deux variables, qui fait que y varie en fonction de x, c'est la régression, matérialisée par sa droite. La dispersion due au modèle est matérialisée par la somme des bâtons bleus. Cette part de la dispersion est due à l'obliquité de la droite de régression. Et la variabilité résiduelle due aux fluctuations autour de la droite de régression matérialisée par la somme des bâtons verts. Pour récapituler, nous avons la dispersion totale qui est de 42,8, elle représente donc 100% de la dispersion. Ensuite la dispersion des résidus qui est de 11,5, qui représente donc 27% de la dispersion totale. Et enfin, par différence, la dispersion due au modèle proprement dit de régression linéaire, qui était de 31,3. Cette dispersion représente 73% de la dispersion totale. Alors, ce pourcentage représente le degré d'ajustement des données au modèle utilisé. C'est la part de la variabilité qui est expliquée par le modèle. C'est ce nombre qu'on appelle aussi coefficient de détermination R2.
Le coefficient de détermination, c'est la part de la variabilité expliquée par le modèle. Alors si on formalise un peu ce tableau, on aboutit à un tableau d'analyse de la variance. La somme des carrés des écarts des y à l'axe horizontal, c'est-à-dire à la moyenne MY, eh bien c'est le numérateur de la variance des y, la variance totale qu'on obtient en divisant par n-1. Elle se décompose en deux, la variance résiduelle et la variance due au modèle de régression. La somme des carrés des écarts entre le modèle et la droite d'hypothèse nulle, y chapeau moins my, est le numérateur de la variance due à la pente, dont le dénominateur est 1, c'est le nombre de degrés de liberté de la droite. Et j'appelle SP carré cette variance due à la pente. La somme des carrés des résidus, y moins y chapeau, est le numérateur de la variance résiduelle, dont le dénominateur, le nombre de degrés de liberté, s'obtient par différence n-1-1, soit n-2. Et j'appelle cette variance résiduelle SR au carré. Et maintenant, on va comparer ces deux variances par un test de comparaison de variance. On calcule la statistique F, qui est égale au rapport de la variance due à la pente, sur la variance résiduelle. Et ce rapport de deux variances suit une loi dite de Fisher. Et on complète ainsi notre tableau d'analyse de variance. Hypothèse nulle, les deux variances sont égales. Hypothèse alternative, du type unilatéral, la variance due à la pente est supérieure à la variance résiduelle. Alors, on va reprendre notre exemple du tout début de l'effet d'un médicament sur les performances de marche de 100 patients. On avait trouvé une pente de 1,25, une ordonnée à l'origine de 29,2. On a besoin de la moyenne, MY, qui est de 42 mètres. On effectue donc les calculs des carrés des écarts, puis de leur somme. Alors je vais vite là car on verra comment chanter cette étape. On peut donc remplir le tableau d'analyse de la variance et calculer la variance due à la régression, 1587,8, et la variance résiduelle, 30 411 divisé par 98, soit 310,3. Et on calcule le rapport de ces deux variances, qui est égal à 5,1. Et donc toujours la même question, est-ce que 5,1 est suffisamment éloigné de 1 pour qu'on puisse rejeter l'hypothèse nulle, avec un risque d'erreur inférieur à 5%. Alors on utilise la loi F de Fisher, avec 1 degré de liberté pour la pente et n-2 degrés de liberté pour la résiduelle. Alors avec Excel, on entre dans une case égale loi.f avec entre parenthèses la valeur trouvée 5,1, point virgule, le nombre de degrés de liberté pour la pente 1 et le nombre de degrés de liberté pour la résiduelle 98. Et on obtient 0,026 qui est le petit p. Alors on peut aller encore beaucoup plus vite sans faire aucun calcul avec l'utilitaire d'analyse et l'outil de régression linéaire, qui donne aussi dans ses sorties le tableau d'analyse de variance tel qu'on vient de le voir. Donc il ne reste plus qu'à lire la valeur du petit p en haut à droite. Alors, le rapport de sortie fournit également le coefficient de corrélation 0,22 et le coefficient de détermination R2 qui, comme vous le voyez, est très faible. Alors ce R2 très faible veut dire que même si la liaison est significative, même si la performance est significativement plus élevée pour des doses plus élevées, cela n'explique que 5% de la variabilité totale. Alors, quelles sont les conditions d'application et les limites d'une analyse par régression linéaire? Alors, il faut tout d'abord que la variable y soit aléatoire. La variable x peut l'être ou ne pas l'être lorsque c'est l'expérimentateur qui décide de ses valeurs. Il faut que les distributions conditionnelles soient normales et de variance constante. Conditionnel, cela veut dire que pour chaque plage de valeur x, les valeurs de y correspondantes se distribuent de façon normale et aient la même variance, ce qu'on appelle homocédasticité. Alors certains logiciels proposent des tests pour tester l'homocédasticité. Certains logiciels aussi pondèrent les observations lorsque les variances sont plus élevées aux deux extrémités de la distribution. Troisièmement, on doit limiter l'interprétation des résultats exclusivement dans le domaine des données recueillies. Il est extrêmement dangereux d'extrapoler les résultats en dehors de ce domaine. Dans cet exemple, l'étude n'a porté que sur les points en noir au centre et a montré une forte corrélation. Mais il serait erroné de faire des prédictions au-delà des valeurs extrêmes observées. Enfin, l'association entre x et y doit être linéaire. Linéaire au sens de suivre le modèle d'une droite.
Si ce n'est pas le cas, comme sur le modèle de droite, le modèle linéaire n'est pas adapté, même s'il peut éventuellement montrer une certaine liaison. Alors, on peut dans certains cas tester la linéarité. On peut le faire lorsqu'on dispose de plusieurs répétitions des valeurs de y pour chaque valeur des x. Dans l'exemple initial, les doses de médicaments reçues par les patients étaient toutes différentes car elles étaient proportionnelles à la surface corporelle. Alors dans cet autre exemple, on a administré seulement 5 doses différentes d'un produit B à 5 groupes de 47 sujets au total. On obtient donc plusieurs valeurs de y pour chaque groupe de doses quantifiées de 1 à 5. Et si on représente graphiquement ces données, on obtient ce nuage de points. Alors on analyse les données et le résultat du test nous montre une liaison significative entre dose et performance. Et nous avons la droite de régression suivante dont la pente B ici égale 5,4. Alors ce qu'on peut faire, c'est d'horizontaliser la droite de régression en la faisant passer par un point d'ordonnée 0. Et on peut alors tracer le graphique des résidus qui sont les distances de chaque point à la droite de régression. On peut calculer la moyenne des résidus dans chaque groupe et les comparer. Si l'hypothèse nulle est vraie, les moyennes des résidus sont identiques. En revanche, si les données s'écartent d'un modèle linéaire, comme ici, les moyennes des résidus à la droite diffèrent fortement. Et on se retrouve ici dans le cas d'une comparaison de plusieurs moyennes qu'on effectue par une analyse de variance. Alors, on obtient aisément les valeurs des résidus en cochant les cases appropriées dans l'utilitaire de régression de Excel. Donc les résidus sont les y moins y chapeau qu'il faut classer selon les différentes valeurs de x. Donc on calcule les moyennes des résidus pour chaque dose de médicament et sous l'hypothèse nulle, ces moyennes doivent être égales. On va donc comparer ces moyennes par un simple test d'analyse de variance. Alors pour aller plus vite, on utilise encore l'utilitaire d'analyse en choisissant l'option analyse de variance à un facteur. On sélectionne la plage des résidus classés et on obtient directement le tableau classique d'analyse de variance. Alors on constate tout de suite que le test F est non significatif, ce qui signifie qu'on ne peut pas rejeter l'hypothèse nulle d'égalité des moyennes des résidus. Alors le chiffre de 213,2 à gauche représente la somme des carrés des écarts des moyennes des résidus de chaque dose. Plus ce chiffre est grand, plus on s'écarte de la linéarité, et plus il est petit, plus on s'en approche. Alors, on peut maintenant enrichir notre tableau d'analyse de la régression par une nouvelle ligne d'écart à la linéarité avec k-2 degrés de liberté, k étant le nombre de groupes, en y reportant la somme des carrés des écarts des moyennes entre doses du tableau précédent, 213,2, le nombre de degrés de liberté, qui est égal au nombre de catégories moins 2, donc 5 moins 2, ce qui fait 3, et donc la variance des écarts à la linéarité est de 71,1. Ensuite, la régression linéaire ne change pas, la variation totale ne change pas, et par différence, on obtient donc une nouvelle ligne résiduelle avec 42 degrés de liberté et une variance résiduelle qui devient 448,8. Et on présente ainsi les deux tests F. Le test de la régression proprement dite, donc variance de la régression divisée par la variance résiduelle. Alors le résultat, 6,3, est légèrement différent du simple tableau car la résiduelle a un peu changé. Et ensuite, le test F d'écart à la linéarité est obtenu en divisant sa variance par la variance résiduelle. Il est non significatif et ne permet donc pas de rejeter l'hypothèse nulle de linéarité. Donc en conclusion, on peut dire qu'il existe un lien entre la dose du médicament administré et les performances des malades traités, et par ailleurs, l'hypothèse d'une relation linéaire est admissible puisqu'on n'a pas pu rejeter l'hypothèse nulle d'écart à la linéarité. Vous remarquerez au passage qu'on n'affirme pas qu'il existe une relation linéaire, on ne peut pas affirmer l'hypothèse nulle, bien évidemment. Alors, je vous propose ici un contre-exemple avec un nuage de points et une droite de régression proposée comme modèle et le coefficient de détermination 0,26. Alors, l'analyse de la variance montre que le test de la pente est significatif, mais aussi que le test d'écart à la linéarité est significatif avec un petit p à 0,012. Alors qu'est-ce que cela signifie? Cela veut dire que le modèle qui est proposé ici n'est pas bien adapté à la relation entre x et y. Il faudrait tester un autre modèle.
Alors, par exemple, ici, un modèle polynomial, et on remarque que le coefficient R2 est maintenant nettement amélioré. 47% de la variabilité est expliquée par ce modèle, qu'il faudrait bien sûr tester par des méthodes évidemment beaucoup plus complexes. Alors, faut-il choisir un test de la pente ou faut-il choisir une analyse de variance? Dans l'exemple 1, vous avez vu qu'avec le test de la pente de Student, on avait trouvé un petit p égal à 0,026, identique au petit p obtenu par l'analyse de la variance. Donc les deux tests sont strictement équivalents dans la régression linéaire simple. Alors, quel est l'intérêt du test de régression par analyse de la variance? Alors tout d'abord, comme on vient de le voir, il permet de tester la linéarité si on dispose de plusieurs valeurs de x. Mais surtout, cette approche permet d'être généralisée à des modèles plus complexes. Dans les exemples de cet exposé, nous nous sommes limités à une régression simple d'une variable y en fonction d'une seule variable x. Mais on peut étudier des liaisons avec plusieurs variables. S'il y en a deux, x1 et x2, on pourrait encore raisonner avec un plan en 2 dimensions, mais au-delà de 2, cela devient impossible. Lorsque le modèle testé est du type y égale b0 plus b1 x1 plus b2 x2 plus bn xn, le raisonnement devient purement mathématique. Alors évidemment, on ne peut plus se servir d'Excel et il faut utiliser des logiciels statistiques, comme par exemple ici avec Stata. Alors, si vous avez bien assimilé le principe de l'analyse simple, par analyse de variance, vous comprendrez aisément les tableaux de sortie de ces logiciels. Alors ici, on a testé une variable dépendante, appelée perfo, en fonction de 3 variables explicatives, la dose, l'âge et le poids. Dans le coin en haut et à gauche du tableau, on retrouve le tableau d'analyse de variance dû au modèle de régression. Donc la colonne SS pour Sum of Squares, c'est la somme des carrés des écarts, la colonne DF pour Degree of Freedom, les degrés de liberté, et la colonne MS pour Mean of Squares représente les variances. 11,7 donc variance due au modèle de régression testé et 1,57 variance résiduelle. Le rapport des deux variances donne la valeur f en haut à droite, c'est 44, et la valeur du petit p en dessous, très faible, qui permet d'affirmer qu'il y a un lien entre la performance et l'ensemble de ces 3 variables explicatives. Le tableau du bas teste chaque coefficient, qui sont les b du modèle, indépendamment les uns des autres. Et la colonne p supérieur à t donne les valeurs du petit p pour chacune des variables. Donc on peut en déduire que seuls l'âge et le poids sont liés à la performance, mais on ne peut pas rejeter l'hypothèse nulle pour la dose du produit administré qui n'est pas significative. Alors je finirai en disant que le modèle de régression linéaire simple n'est qu'un cas particulier qui peut se complexifier à l'extrême. Régression linéaire ou non linéaire qui peuvent être simples à une seule variable ou multivariées. Certains modèles, comme le modèle logistique ou le modèle de Poisson, peuvent se transformer en modèle linéaire. Et en épidémiologie, on utilise de plus en plus les fonctions de modèles linéaires généralisés qui sont maintenant proposées dans les logiciels statistiques évolués. Alors je voudrais conclure par une mise en garde. Tout d'abord, comme pour la corrélation, la démonstration d'un lien par une régression, quelle que soit la sophistication du modèle utilisé, ne permet pas d'affirmer une causalité. Elle permet éventuellement de proposer des hypothèses causales tout au plus. Ensuite, vous avez vu dans cet exposé qu'on pouvait faire des graphiques car nous utilisions qu'une régression linéaire simple. Et on pouvait voir donc le modèle testé. Mais dès qu'on entre dans des modèles complexes, il devient impossible de visualiser les données. Il faut donc rester extrêmement prudent dans l'affirmation de résultats qui sortent bruts dans l'ordinateur, quels que soient les petits p exhibés. Donc retournez toujours vers vos tableaux de données initiales, faites des analyses simples pour voir en gros l'état des choses, méfiez-vous des résultats inattendus et gardez en toute chose du bon sens. Donc comme vous le voyez, vous êtes encore à l'orée de la jungle des connaissances statistiques, il y a encore du pain sur la planche et je vous dis à bientôt.